Je suis Myriam Omar Awadi, je suis née à Paris d'une mère bretonne et d'un père comorien. Je, je pourrais dire que, en fait, d'une classe plutôt moyenne, puisque mes parents, mon père était enseignant et ma mère assistante sociale, qu'on vivait dans la banlieue parisienne à Nanterre et qu'au tout début, on vivait à 6 dans un F2. Euh, et pour mes assignations, je dirais que la première, c'est de découvrir que je suis noire, petite. Ça se passe à l'école et c'est dans les bouches, dans la bouche d'un enfant que j'entends ça. C'est tu es noire comme de la merde de chien. Et donc moi, je ne sais pas ce que c'est qu'être noire, je ne sais pas ce que c'est qu'être blanche. J'ai jamais vu la couleur de mes parents ni la mienne. J'ai jamais entendu l'accent de mon père c'est voilà donc et je comprends en fait qu'être noire c'est ça a l'air compliqué quoi, c'est pas un avantage. C'est la première assignation qui a fait que d'ailleurs parce qu'après il y en a eu plusieurs en fait des événements où je vis un peu des paroles racistes comme ça. Il y en a d'autres que j'ai complètement occultées en fait et que mes parents m'ont raconté après. Dont une où je faisais des cours de danse avec d'autres enfants et puis les filles de mon cours de danse me disent non toi tu mets pas tes chaussures à côté des nôtres parce que tu es noire et donc je crois que mes parents en fait vivant ça se sont dit on n'a pas envie d'élever nos enfants métis dans ce contexte et ont choisi de venir vivre à La Réunion et je crois qu'ils ont bien fait même si on vit aussi d'autres complexités ici. Mais c'était plutôt bien, je crois. Après, peut-être je reviendrai aussi sur le contexte à La Réunion plus tard. Donc ça, c'est la première assignation. La deuxième, c'est d'être une femme, en fait. Donc être éduquée à être docile, gentille, sourire, être jolie et devenir mère. Et puis, ça très vite aussi, on s'en rend compte. Moi, je me rappelle, mon père, quand je me blessais, d'abord, il m'engueulait parce que j'allais avoir une cicatrice et qu'une cicatrice, c'est pas joli sur le corps d'une fille. Donc, on comprend même tout de suite, enfant, que alors mon corps va être un atout dans mon parcours et dans mon devenir. Donc, ça, c'est assez violent. La troisième assignation, ce serait celle d'être hétérosexuelle parce qu'en fait, je pense que je me suis jamais posé la question parce qu'en fait, on vit dans un régime qui fait qu'on ne se pose pas ces questions-là. Et qu'aujourd'hui, je crois que je penserai les choses autrement. Je pense que je me considère pas hétérosexuelle, même si pour l'instant, j'ai eu que des relations hétérosexuelles. Mais je dirais qu'aujourd'hui, je me considère un peu comme j'aime bien. En fait, il y a quelque chose que dit Joris Lacoste dans la conférence L'introduction à W, où il parle il donne l'exemple du juge amoureux et dit voilà, le juge amoureux, c'est quelqu'un qui se dit j'ai envie d'être amoureux et je vais avoir plusieurs critères. Donc il définit ses critères. Je voudrais que ce soit une femme, qu'elle soit blanche, qu'elle soit blonde, qu'elle parle allemand et latin, qu'elle aime Wagner, etc. Et donc en fait, quand il trouve la personne qui correspond à tous ces critères-là, c'est formidable, mais il ne tombe pas amoureux. Et il disait, Joris Lacoste, que l'amoureux W, c'était plutôt justement l'amoureux qui n'a pas de critères en fait, et qui entre en relation avec quelqu'un sans partir de critères définis. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, je suis en train de me transformer en amoureuse W. Et voilà pour les assignations. Les oppressions, j'en ai un peu parlé tout à l'heure là, de ce qu'on vit en fait déjà tout petit à l'école et quand on comprend en fait que noir c'est très difficile et ça continue en fait dans la vie. D'autres oppressions, c'est aussi très clairement l'école, être enfant en fait. Je me rappelle il y a un événement qui m'a marqué enfant, c'est je changeais d'école. J'arrivais dans une nouvelle école avec quelques jours de retard
Et les enfants avaient appris une poésie, c'était Le cancre de Prévert. Je ne sais pas si vous voyez un peu la poésie, c'est une poésie qui fait un peu l'apologie du cancre. C'est quelqu'un qui dit non au professeur, mais qui dit oui avec le cœur, enfin il y a tout ça. Et donc en fait, les enfants, ils étaient tous en rang comme à l'armée. Quand la maîtresse arrivait, ils devaient se lever et réciter cette poésie-là. Et en fait, je me suis dit, il y a un problème, il y a un souci, parce qu'il y a un contresens. Et c'était ça l'école. C'est pas possible, quoi, parce que quelque part, ça nous... Bah, c'est une forme d'oppression, quoi, je sais pas comment le dire, de nous programmer à quelque chose où on n'aurait pas besoin de réfléchir ou de mettre en question les choses, et puis à être obéissant, en fait, programmé à l'obéissance. Ça, c'est une des oppressions. Après, il y en a d'autres aussi dans mon parcours d'étudiante, et notamment en école d'art, où là, en fait, je repars faire mes études en Bretagne, à Brest. Et du coup, je découvre aussi que je suis en école d'art. Dans cette école, j'étais un peu la fille des îles, j'étais l'exotisme. Donc, c'est des choses qu'on pose sur moi et sur mon corps qui ne me regardent pas du tout, en fait. Donc, c'est assez violent. Et puis, même dans mon travail, en fait, parce que je me rappelle qu'en deuxième année, même si c'était... c'était pas du tout abouti, pas du tout assumé. Aujourd'hui, je ne ferai plus ces choses-là, mais je me rends compte, par exemple, je travaillais sur la fabrication de parures. Il y en avait une, c'était la parure de féminité, il y avait la peau de chagrin, puis il y avait la parure des origines, la parure de féminité. J'avais appris le voile qu'il y a sur les serviettes hygiéniques, et je m'étais cousu une lingerie avec, et puis j'avais des talons aiguilles, et je marchais, et je disais j'essaye d'être une femme, mais en fait je me pétais la gueule. Et puis la parure des origines, qui a été la plus problématique pour mes enseignants, c'était, je reprenais en fait un rituel de beauté des femmes comoriennes qui se recouvrent le visage de Mtinzanou, c'est une poudre à base de bois de santal. Et en fait, là, c'était comme un rituel pour moi, où je me recouvrais tout le corps entier de cette poudre-là. Et les réactions des enseignants, il y en a deux qui m'ont vraiment marquée. C'était une où, en fait, j'avais face à moi 3 enseignants hommes blancs qui tout d'un coup renvoyaient mon travail à la figure de la geisha. Je ne comprenais pas pourquoi. À l'érotisme, un érotisme que je ne voyais pas, en fait, pas du tout, je ne parlais pas de ça. Et puis sur la parure des origines, j'ai eu une longue discussion qui ressemblait vraiment à un procès avec mes enseignants, parce qu'ils ne comprenaient pas ce que je faisais, mais je pense que c'est parce qu'ils n'avaient pas les codes pour comprendre. Et pour eux, c'était du traditionnel, c'était pas de l'art, ça n'avait rien à voir avec une pratique artistique, etc. Et donc je pense que quand on rencontre ce type d'enseignant en école d'art, et on se dit il y a des choses qu'il faut qu'on mette de côté, en fait. Ça ne peut pas exister à cet endroit, ou en tout cas on met du temps à se dire qu'on peut le faire. Et je pense que si j'avais rencontré des gens comme on en a vu plein dans Her Story, comme Myriam Intou par exemple, dans mon parcours, je pense que ça aurait changé plein de choses, en fait, dans ma pratique. Donc ça, c'est une des oppressions. Ensuite, dans mon parcours d'artiste aussi, où quand on pose des mots sur mon travail, souvent on l'a renvoyé à quelque chose de féminin ou de même maternel. Une fois, il y avait un texte sur mon travail où on disait que j'étais une sorte de mère nourricière. Et pareil, là, ça ne me regardait pas, en fait. Et ça, c'est violent, en fait. Et puis en plus, je me dis, mais je comprends pas pourquoi. Voilà, le mot féminin, c'est parce que je suis une femme, mais je veux dire, j'avais aussi des potes artistes qui travaillaient avec des voitures ou des trucs. On leur dit pas, tu fais un travail super masculin. Donc, c'est un peu étrange. Et qu'est-ce qu'il y a encore Oui, puis après aussi, quand on est artiste à La Réunion, il y a quelque chose, après je parle vraiment d'ici, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, où quelque part on ne sera légitime que si on est reconnu ailleurs par des
les grandes capitales, les grands centres. Donc la légitimité, elle vient forcément d'ailleurs. Et aujourd'hui, je peux pas, même si je pense que ça peut exister dans d'autres contextes, je ne peux pas m'empêcher de le repenser à partir de mon contexte qui est la Réunion, de le mettre en lien avec ce que j'ai lu, par exemple, dans le livre de Françoise Vergès, Le ventre des femmes, où elle explique qu'il y a eu toute une politique mise en place pour faire penser aux gens, parce qu'il fallait absolument que les Réunionnais quittent la Réunion, que l'avenir était ailleurs, que l'avenir n'est surtout pas ici et qu'il est ailleurs. Et ça, j'ai l'impression que c'est vraiment une pensée et une fiction qui perdure ici à La Réunion. Et pour moi, ouais, c'est une forme d'oppression en tant qu'artiste. Puis peut-être, là, je peux parler des privilèges. Les privilèges, le premier, je pense, c'est d'être française, d'avoir un passeport français et de pouvoir voyager comme je veux. L'autre, c'est qu'en arrivant à l'école à La Réunion, pareil, en fait, je me rends compte que ma langue maternelle, ce soit le français, c'est un privilège. Parce que en fait, on apprend l'école en français, mais que dans ma classe, il y a plein d'enfants dont la langue maternelle c'est le créole, et on l'ignore complètement, on le met à côté et on va faire passer. Je sais pas, je crois que tous les linguistes ils disent que en fait, il faut apprendre dans sa langue maternelle. Donc on arrive avec un handicap déjà. Et ça, pareil, c'est encore aujourd'hui, c'est encore là, quoi. On n'a pas travaillé sur ces questions-là. Ou très peu, ou pas assez. Donc oui, c'est un privilège. Mais peut-être que je continuerai là-dessus après sur la prochaine question sur le contexte réunionnais. Voilà, je pense que c'est les deux privilèges que je vois. Je parle de mes assignations, de mes oppressions et de mes privilèges, en fait, c'est de là d'où je parle. Je vis à La Réunion, pas très loin, là, à Saint-Leu. Dans un contexte plutôt très fermé, parce que c'est plutôt dans une communauté d'artistes. Et puis, comment je m'engage auprès de mon territoire. Je dirais que c'est un peu récent. Je ne sais pas si je peux dire que je suis très, très engagée. En tout cas, je ne me sens pas militante ou activiste. Je ne sais pas, peut-être c'était une autre des questions. D'abord, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur à la question de la légitimité de l'artiste à La Réunion, pour moi, c'était important de la repenser et de me dire, en fait, j'ai envie de faire les choses d'ici et pour ici. Quand il y a cette idée j'aime bien l'image il y a un personnage de Beckett, je crois que c'est Clove dans Fin de partie, qui cherche le centre. Et en fait, il dit à son collègue, Am, de le mettre parce qu'il est sur un fauteuil roulant, et il lui dit, mets-moi un peu plus au centre, non, là c'est un peu plus à droite, là c'est un peu plus à gauche, là c'est un peu plus devant, là c'est un peu plus derrière. Et en fait, il ne trouve jamais le centre. Et j'avais l'impression qu'on était un peu comme ça, nous, artistes à La Réunion. Et je me suis dit, mais le centre, c'est là où on décide qu'il soit, et c'est aussi chez nous. Et c'est pour ça que là, je pense que mon engagement principal, c'est aujourd'hui, on est plusieurs artistes, on loue des ateliers dans un lieu, et le propriétaire a décidé de vendre le lieu. Et en fait, là, on s'associe pour pouvoir acheter le lieu, y faire nos ateliers, et puis aussi programmer des expositions, des résidences qu'on fait déjà un peu. Donc voilà, pour moi, ça c'est un des principaux engagements vis-à-vis de mon territoire. L'autre après, mais qui est encore jeune, je pense, c'est aussi dans ma relation d'enseignante en école d'art, de par ce que moi j'ai vécu et des réponses que je n'ai pas eues en fait dans mon parcours d'étudiante, et surtout en travaillant ici à La Réunion,
ben, je me suis dit qu'il fallait aussi que nos références, elles viennent un peu d'ailleurs. Et qu'on était encore très, comment dire, européano-centré dans nos enseignements. Donc là, c'est vraiment une question que je travaille aujourd'hui. En tout cas, voilà, j'essaye de faire des choses, et notamment, l'une d'entre elles, c'était l'année dernière, j'étais coordinatrice de la 5e année, et pour moi, c'était de demander à la direction de faire, enfin, je l'ai dit, de décoloniser le jury. J'avais besoin, c'était important pour moi que dans le jury, il y ait aussi des membres qui soient de la Réunion, ou du moins plus proches de cultures qui sont les nôtres, parce qu'il y a des étudiants qui travaillent en fait sur leur territoire, sur des cultures, et que souvent en fait le jury, ben, justement, n'a pas accès à, comment dire, à ces savoirs-là en fait. Et donc souvent, il arrive qu'il y ait des sortes d'incompréhensions. Et c'était important pour moi qu'en fait, il y ait... Donc c'est des petites choses comme ça, c'est aussi les gens, les intervenants qu'on peut inviter, voilà, qu'il y ait une forme de diversité et d'ouverture en fait sur des pensées du monde entier, mais aussi qui nous regardent, post-coloniales. Voilà. Je me suis dit, et là je reviens un peu sur mon parcours, mais ah oui, c'était peut-être un de mes privilèges, parce que je ne sais pas si je peux faire des mélanges comme ça, mais je ne l'ai pas dit, mais un de mes privilèges, c'était peut-être aussi que mes parents, ben, quand même, ils lisaient un peu, et donc du coup, ils me donnaient des livres. Il y en a un que mon père il m'a donné quand j'étais adolescente, et c'était Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc, que j'ai pas du tout compris. J'ai trouvé même hyper violent, parce que bon, ben, moi, je disais que noir, blanc, et en fait, j'avais jamais eu cette vision-là. On me l'avait donné, même lire le mot blanc et confronter noir et blanc. Bah, je me suis dit, ouais, c'est super, c'est violent. Donc, à l'âge que j'avais, je ne comprenais pas. Et je l'ai relu il n'y a pas longtemps. Et vraiment, je me suis dit que c'était un outil hyper important, et que je ne comprenais pas que dans mon parcours, même parce que j'ai fait mon lycée ici, j'ai fait un bac L, donc littéraire, qu'on n'ait pas accès en fait à ce type de littérature et de pensée. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui à l'école, c'est encore un peu timide. Il faudrait que ce soit un peu plus affirmé, je pense, rhétoriquement. Je crois que je vais commencer par parler de ce que j'ai fait et d'où ça vient aussi. Donc il y a toute une première partie de mon travail qui s'appelle Esthétique de la broderie, où en fait ce qui m'intéressait, c'était d'interroger le discours, et plus particulièrement celui qui tourne autour de l'acte de création, donc le discours du milieu de l'art. Et je pense que là aussi ça vient du fait que je me sentais pas très bonne oratrice, que j'aimais pas trop parler en fait. J'aime pas parler, je me sens pas à l'aise en fait de parler. Donc il fallait à un moment donné que je me réempare, en fait, que je me réapproprie en fait le discours ou la parole pour pouvoir chercher, pour pouvoir, je sais pas, plus peut-être jouer avec ça aussi. Et donc, les premières choses pour moi, et puis c'était aussi dû à mon expérience d'artiste, là encore, où ben, je vois les discours qu'il y a lors d'un vernissage, l'inauguration d'un vernissage, des conférences, les discours des politiques culturelles, les médiations, ce qu'on peut dire aussi du travail d'un artiste, et comment on va le dire. Quelle relation on va proposer en fait au public, ou c'est presque cette même injonction à la médiation qui pour moi il y a quand même derrière l'art, c'est la culture, et qu'il va falloir aussi comment dire apporter ce savoir-là à des classes qui n'y ont pas accès, alors qu'elles ont aussi, enfin, je veux dire, d'autres cultures, et qu'on n'est pas forcément obligé de rentrer, de vouloir absolument
entrer dans un musée ou dans un centre d'art et ça ne veut pas dire qu'on est moins. Enfin, il y avait quelque chose de cet ordre-là, mais qui me questionnait en fait. Et puis sur le statut de l'artiste aussi, sur sa légitimité, là j'en ai déjà parlé. Donc en fait, j'organisais pas mal d'événements où je faisais je rejouais en fait toutes les actions qu'il pouvait y avoir autour de l'acte de création. En l'occurrence, ça avait commencé quand j'étais en résidence à l'Artothèque et les actions que mène l'Artothèque autour de l'art, c'était les visites guidées d'exposition, des conférences où on va inviter des experts en quelque chose qui vont faire le lien avec une œuvre ou avec la démarche d'un artiste, et puis des rencontres avec l'artiste. Donc j'ai travaillé sur ces 3 événements. Et la visite guidée, c'était en fait, il n'y avait pas d'œuvre dans la salle et j'avais travaillé sur un texte. Donc en fait, il y avait un médiateur qui décrivait des œuvres qu'on ne voyait pas. Alors il y avait une dimension à la fois un peu ironique et drôle sur le milieu de l'art, mais pas que, parce qu'il y avait aussi... je me posais la question de comment c'était possible de traduire autrement quelque chose qui était purement visuel. Parce que j'avais travaillé avec des malvoyants et que tout ce que je faisais était quasiment visuel. Donc je me suis posé cette question-là, comment je pouvais traduire ce que je faisais. En l'occurrence, là, c'était plutôt du dessin autrement et c'était en passant par l'écriture et l'idée de est-ce qu'à partir de... Est-ce qu'on peut entendre un dessin et est-ce qu'on peut s'en faire une image mentale donc il y avait un peu toutes ces questions-là. Ensuite, j'ai organisé une conférence où j'ai invité un conseiller des arts plastiques de la DAC, un élu à la culture, un théoricien. Et ils avaient tous comment dire, ils avaient tous comme point de départ de ne rien connaître de mon travail. Donc quand ils arrivaient là, lors de cette conférence, ils allaient parler de mon travail, mais sans l'avoir vu, sans le connaître, sans en avoir discuté avec moi. Et donc, c'était l'idée de la broderie et que, en fait, il y avait la rhétorique en fait était plus forte que tout, que la forme était plus forte que tout, et que des fois, en fait, c'est ça qui fait autorité. Dans ces types de dispositifs de parole et que finalement le contenu des fois il passe à la trappe et des fois il n'y en a pas du tout mais qu'on est bluffé où il y a un effet un peu magique de la forme. Donc moi c'était aussi les formes qui me questionnaient, les dispositifs, les mises en scène de la parole qui sont toutes que je considère toutes théâtrales et puis le style aussi, le verbe, la rhétorique. Donc j'avais envie de jouer un peu avec tout ça. Et pareil pour la rencontre avec l'artiste. Donc là, c'était la directrice de l'Artothèque qui me posait des questions. Et j'avais invité d'autres artistes qui faisaient plutôt un travail sonore. Et je leur avais demandé de brouiller, en fait, et de gêner le discours, la parole, pour qu'on soit dérangé et qu'on puisse peut-être pas aller au bout de ce qu'on a envie de dire ou de ce qu'on a envie de mettre en place en termes d'autorité et de fragiliser un peu la parole. Et donc, à qui je m'adresse donc, dans ce cadre-là, je m'adresse plutôt aux gens de mon milieu, je pense. Je crois, après, je ne sais pas trop à qui je m'adresse en fait, je ne me pose pas trop cette question-là, je crois. Je crois que c'est la question suivante, c'est-à-dire est-ce que je fais des choses pour des raisons personnelles ou collectives, je les fais d'abord pour moi. Donc c'est très très personnel, c'est d'abord pour régler des choses et puis ça part souvent aussi d'incompréhension ou même des fois de colère, de désaccord et puis ça fait émerger quelque chose ou ou de surprise même. Et donc c'est d'abord pour moi, après je pense que ça regarde aussi un peu
échanger aussi avec les autres et que j'ai pas de prétention, mais je pense que ça ne regarde pas que moi en fait, au fond. Je vais revenir sur la question de la médiation, parce que je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que souvent, on est on a cette injonction à penser la médiation en tant qu'artiste. Et j'ai des exemples aussi très clairs en fait dans mon expérience d'artiste. Et là, bon, après, c'était plutôt dans le champ des arts vivants, mais je travaillais pour une pièce de théâtre qui s'appelle Qu'avez-vous fait de ma bonté? Et je faisais la scénographie et la conception lumière. Et en fait, dans cette pièce de théâtre, à un moment donné, il y a la prise de parole d'un des acteurs qui parle d'un repas de gens bien qui sont autour de la table et qui parlent de leur voyage autour du monde. Et tout d'un coup, la discussion dérive et ça part sur l'érotisation, l'hyper-érotisation du corps noir et la consommation en fait, sexuelle en fait, de ce corps-là. Et donc bon, bah, c'est assez cru comme texte. Mais donc dans ce cadre-là, quand on présente une pièce de théâtre, il y a des scolaires, donc des représentations scolaires, et donc des enseignants qui viennent avec là en l'occurrence c'était des lycéens. Et en fait, il y a une enseignante qui a refusé que les lycéens viennent voir la pièce parce que ce texte la gênait beaucoup. Et je me suis dit quand même que c'était pas normal, surtout ici. Et donc pour moi c'était un peu compliqué parce qu'à la fois c'est important de faire de la médiation, mais en même temps on nous autorise même pas, enfin on n'a même pas le contrôle sur la relation qu'on a envie d'avoir avec les gens qui vont voir notre travail. Et pareil, parce que cette pièce-là, elle devait jouer quelque part, elle a failli être censurée pour ces mêmes raisons-là. Et le discours en fait des acteurs culturels, c'était de dire bah non, mais en fait le public peut pas comprendre. C'est un public qui pourra pas comprendre, c'est délicat, etc. Et quand ils disent public, moi j'entends de quel public ils parlent. J'entends qu'ils parlent d'une classe sociale qui est la mienne et qui est celle de quasiment tous les gens qui jouent dans la pièce. Et je sais que ce n'est pas la sienne. Donc là, c'est des choses aussi qui me mettent très en colère parce que on sait d'où on fait les choses, on sait pourquoi on les fait, et en plus, on vient du milieu dont vous parlez, et là, vous nous dites que non, ils ne sont pas prêts à entendre ça, ils ne sont pas prêts à voir ça. Et je trouve ça très compliqué, et ça me met en colère. Ça me met en colère, donc quelque part, oui, ça transforme aussi mes engagements et mes prises de position sur le territoire, très clairement. Après, qu'est-ce que je peux dire? Donc, mise en pratique de mes engagements, c'est effectivement, dans ce que je vais faire en fait dans mon travail, ce sur quoi je vais travailler, ce sur quoi je m'engage aussi, ou dans des démarches collectives aussi. Pareil, le travail qu'on a fait avec un ami artiste, Johan, qui s'appelle Orchestre Vide, en fait, c'est un karaoké de la pensée. Et l'idée, c'est de reprendre des textes. Au départ, on est parti de grands textes très connus, Gilles Deleuze, par exemple. Donc, ça peut être des textes de conférenciers, mais de politiciens, d'historiens, d'artistes, et qu'on rejoue en karaoké. Et pour nous, il y avait plusieurs dimensions à ce projet. D'abord, s'interroger sur la musicalité de la voix, parce que Deleuze il disait quelque chose de très beau dans l'abécédaire à la lettre P comme professeur. Il disait que un philosophe, c'est un peu comme un artiste, c'est quelqu'un qui a un style dans la vocalisation de ses concepts, et qu'il y a forcément un lien entre la forme, le verbe, la parole, et la pensée qui va en découler. Et j'aimais beaucoup cette idée. Et puis la musicalité d'une voix, est-ce que la musicalité d'une voix influe aussi sur la pensée, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'inhérent
Et puis après, il y avait aussi l'idée de travailler. Donc, on a commencé à partir de grands référents, comme dans un karaoké ou un CD, il faut forcément que ce soit des gens connus. On ne va pas faire des chansons sur des inconnus. Et après, en travaillant, on a commencé aussi à interviewer des artistes, des gens qu'on rencontrait en fait dans notre parcours d'artiste. Et on s'est rendu compte que c'était intéressant aussi de déplacer la question du référent. Que, au départ, Orchestre Vide, c'était ça, se réapproprier ces pensées-là qui viennent d'ailleurs et voir à quel point elles sont des outils ou pas pour nous, ici. Et puis, en même temps, en travaillant, on s'est dit que c'était aussi important de fabriquer aussi les références, de décider aussi de quels pouvaient être nos référents. Et puis, bien sûr, il y a aussi la dimension entre... une idée de ce que ça peut être le savoir en fait et quelle forme peut prendre le savoir. Et comme nous on vient de culture populaire, enfin mon père, j'ai grandi dans le karaoké, mon père était fan de karaoké, donc du coup enfin c'était important pour nous aussi de reprendre en fait des formes qu'on connaît et qui sont aussi les nôtres et celles de nos familles, celles de nos amis et voilà. Et pourquoi je dis ça, je ne sais plus. Mais oui, bah, c'est aussi ça, c'est une forme d'engagement en fait, se poser la question de quels vont être nos référents, comment on peut, justement sur cette question de la médiation, moi en fait maintenant je préfère vraiment m'emparer de la question de la médiation, de me dire je pense la médiation pour mon travail, je pense la relation que j'ai envie d'avoir ou qu'on ait à mon travail. Et j'ai pas envie qu'on le fasse à ma place maintenant parce que je trouve qu'on le fait très mal. Et là, par exemple, ce dispositif-là, pour moi, de karaoké permet ça parce que les gens, en fait, quand on fait le karaoké Orchestre Vide, les gens viennent, il y a un petit livret comme au karaoké, et puis ils choisissent un texte, on est là pour expliquer, il y a un animateur, et puis voilà, ça marche ou ça marche pas. Mais on peut voilà, dire un texte et puis peut-être repartir et se dire ah tiens je suis augmentée ou incorporée ou peut-être pas, on ne sait pas, hein, mais il y a cette idée-là. Et pour moi c'est une forme d'engagement aussi. Et puis le très récent qui est aussi lié et là je vais partir plutôt sur est-ce que je suis féministe? Oui, je suis féministe. Et c'est un féminisme qui change en fait au fil du temps et au fil de mon parcours et qui est devenu beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus puissant lors de mon expérience de la maternité. D'abord parce que quand je le disais, j'ai été assignée femme et donc devenir mère. Et donc, en fait, on grandit avec toutes ces fictions sur la maternité. Et en fait, quand j'ai fait l'expérience de la maternité, dès la grossesse, je me suis dit, ah oui, mais en fait, c'est vraiment des fictions, quoi. Tout ça, c'est n'importe quoi, en fait. Il n'y a pas d'instinct maternel, il n'y a pas de... Enfin, ça n'existe pas, tout ça. C'est complètement faux. Après, il y avait quelque chose aussi de très bizarre, c'est que tout d'un coup... quand on est enceinte, on appartient à tout le monde. Je sais pas, on a l'impression que tout le monde passe dans la rue et vous dit ah merci pour la survie de l'espèce ou quelque chose comme ça. Tout le monde est très gentil. Tout le monde aussi le corps appartient à notre corps appartient à la société. Tout le monde veut toucher ton ventre. Il y a quelque chose de comme ça de très étrange. C'est pas tout le temps. Comment dire, désagréable, hein, mais quand même, ça dépend des rapports. Et donc, voilà, tout de suite, très clairement, je suis devenue beaucoup plus féministe à ce moment-là. Et puis, je me suis posé des questions dans la pratique, c'est-à-dire que quand moi j'ai un congé maternité et que le père a un congé de 11 jours, et ben, c'est moi qui vais rester avec l'enfant
3 mois, c'est moi qui vais apprendre à communiquer avec lui, qui vais comprendre ses besoins. Et puis en plus, comme j'étais programmée à ça depuis toute petite, je veux dire, c'est très clairement plus simple. Donc c'est un peu... En tout cas, on se rend compte que ouais, c'est complexe. Et d'ailleurs, je me pose la question, quand je vois aujourd'hui des mères, et je me dis, mais ah oui, mais pourquoi en fait, on sait que c'est une fiction, pourquoi vouloir absolument continuer à faire croire que est-ce qu'il nous reste que ça? Est-ce qu'on ne peut pas se réaliser autrement? C'est un peu étrange. Et là, c'est même une urgence pour moi de me poser ces questions-là, puisque j'élève un enfant qui a un pénis. Et donc, bon, ben, du coup, je vais essayer de l'élever féministe. Mais je sens que il y a aussi toute la société contre moi. Et que j'ai beau essayer d'apporter des choses, même un vocabulaire, et des fois c'est même des disputes des couples, parce que son père disait tout le temps mon garçon, ça peut être ridicule, et moi je lui disais mais non, mais dis pas mon garçon, on sait pas quoi. Si demain il a envie d'être une fille, ou s'il a envie d'être de tout, je sais pas moi, s'il a envie d'être un oiseau aussi. Et donc, bon, pour moi, j'avais l'impression que là, déjà, on était en train de la signer et reproduire, en fait, des choses qu'on a subies, nous, et dont on essaye de se dépatouiller et de se libérer. Et là, ça devient vraiment une urgence, parce que j'ai pas envie qu'il porte tout ça, quoi, toutes ces assignations et ces oppressions. Mais bon, après, il y a tout le reste aussi. Il y a l'école, il y a le monde autour. On va dans un fast-food, même si c'est mal, et il y a des jouets pour enfants, et on demande encore si c'est un garçon ou une fille. Et puis si c'est un garçon, c'est un pistolet. Et si c'est une fille, c'est des ailes de fée. Donc des fois, je mens. C'est une fille, mais en fait, ils préfèrent très clairement les pistolets. Donc voilà, j'ai l'impression je ne sais pas si je vais réussir à me battre contre cette programmation, parce que j'ai pas envie que mon enfant ce soit, je sais pas, une espèce de produit pour un système capitaliste où il faut nourrir la guerre, la violence. J'ai pas envie de ça. Donc après, c'est pas gagné. Et comment toutes ces questions-là, en fait, je me les pose, et en même temps, je retombe sur un livre d'un anthropologue comorien qui s'appelle Damir Ben Ali. Et le livre, c'est Musique et société aux Comores, et il reprend un peu tous les chants traditionnels et toutes les cérémonies et leurs fonctions, en fait, dans la société. Et parmi toutes ces chansons, je découvre une cérémonie qui s'appelle le débé. Et en fait, ça se passait la nuit sur des petites places publiques dans la Médina, et des femmes qui étaient recouvertes d'un drap blanc de la tête aux pieds pour être anonymes, par le chant dénonçaient toutes les autorités coloniales, religieuses, locales, tout le monde. Et en même temps, donc la parole était très libérée, et en même temps il y avait une liberté aussi de parole au niveau de la sexualité et de l'érotisme, en fait. Et j'ai été très surprise, en fait, de la liberté de parole de ces femmes. Et en fait, ces cérémonies-là, elles ont commencé au milieu du 19e siècle. Donc pour moi, c'était important, parce que je me suis dit, ah tiens, en fait, j'ai aussi je peux avoir un héritage féministe de ce côté-là aussi. Et c'est très important pour moi en ce moment, de trouver aussi des féminismes, des pratiques, des positions féministes qui seraient plus proches de moi. Et donc en fait là, j'ai eu envie de travailler sur ces chants-là, et de même de tenter de les réactiver, en fait, réactiver la cérémonie, parce qu'elle n'existe plus, et en fait il s'avère qu'elle est très très peu connue. Je suis allée l'année dernière aux Comores pour commencer un peu l'enquête. Je voulais retrouver
des témoins ou des femmes qui avaient participé au DB ou qui en avaient vu. Et en fait, il y en a très peu et très peu de monde connaissait. Parce qu'en fait, c'était tellement scandaleux que personne n'a envie d'en parler. Et donc bon, après, j'y retourne dans pas longtemps, je persiste. Mais l'idée, c'est de réactiver un peu cette cérémonie-là et en se posant la question qu'est-ce qu'on aurait à dire aujourd'hui et puis, je ne sais pas de quoi on rêve, de quoi on a envie en fait. Penser aussi le futur et quelles sont nos colères aussi d'aujourd'hui. Donc voilà, là je suis un peu en train de travailler là-dessus. Et donc c'est très clairement lié aussi à mon, comment dire, je veux dire, à mon féminisme, mais qui est changeant, qui est mouvant et qui est peut-être beaucoup plus fort maintenant. Et peut-être un peu enragée parce que je suis très timide, mais en fait c'est pareil, ça aussi c'est comment on gère notre corps aussi qui a été programmé pour être discret. Voilà, donc il y a tout ça là c'est comme et à l'intérieur c'est un cyclone, c'est un volcan et comment on gère tout ça et comment on va. Donc là c'est les prochaines questions en fait sur lesquelles je vais travailler.